Les médias américains ont joué un rôle clé dans la banalisation des crimes horribles commis par Israël contre le peuple palestinien à Gaza, avec le plein soutien du gouvernement américain, que ce soit sous Donald Trump ou Joe Biden. Pourtant, ces crimes sont devenus si flagrants et impossibles à nier que, peu à peu, les médias américains sont obligés d'admettre ce qui se passe réellement. Le principal journal américain, le New York Times, a été l'un des médias les plus actifs dans la diffusion d'une propagande incessante en faveur d'Israël, niant et minimisant les crimes commis contre le peuple palestinien. Et pourtant, en juillet dernier, après près de 2 ans de génocide perpétré à Gaza avec le soutien des États-Unis, le New York Times a finalement publié un article admettant que ce qu'Israël fait est bel et bien un génocide soutenu par le gouvernement américain. Et il s'agissait d'un article publié par un universitaire israélien ayant servi dans l'armée israélienne, les FDI, et qui est un expert mondialement reconnu du génocide. Il a écrit, je cite, « Ma conclusion inévitable est devenue qu'Israël commet un génocide contre le peuple palestinien. Ayant grandi dans un foyer sioniste, vécu la première moitié de ma vie en Israël, servi dans les FDI en tant que soldat et officier, et consacré la majeure partie de ma carrière à la recherche et à l'écriture sur les crimes de guerre et la Shoah, il m'a été douloureux d'arriver à cette conclusion que j'ai repoussée aussi longtemps que possible. Mais j'enseigne des cours sur le génocide depuis un quart de siècle. Je sais en reconnaître un quand j'en vois un. » Fin de citation. Ce sont les mots d'Omer Bartov, un universitaire israélien, né et éduqué en Israël, qui est aujourd'hui professeur d'études sur la Shoah et le génocide à l'université Brown, une prestigieuse université de l'Ivy League aux États-Unis. Et dans cet article qu'il a écrit dans le New York Times, il a expliqué comment il en est venu à cette conclusion inévitable, qu'Israël mène un génocide, soutenu par les États-Unis, contre le peuple palestinien. Il a fait remarquer que lorsque les Palestiniens ont attaqué le régime colonial israélien en octobre 2023, après qu'Israël ait imposé un blocus illégal et criminel sur Gaza pendant plus d'une décennie, et bien sûr, tout ce contexte a été effacé. Mais lorsque les Palestiniens ont attaqué les occupants israéliens en octobre 2023, ce chercheur, Omer Bartov, a d'abord déclaré qu'il ne s'agissait pas d'un génocide, bien qu'il ait reconnu qu'Israël avait commis des crimes de guerre et potentiellement des crimes contre l'humanité. Cependant, il a reconnu qu'alors qu'Israël continuait de commettre ce génocide après octobre 2023, il a noté qu'en mai 2024, les FDI avaient procédé à un nettoyage ethnique d'1 million de Palestiniens qui s'étaient réfugiés à Rafah, dans la partie sud de la bande de Gaza, puis que le régime israélien avait complètement détruit Rafah. Il a écrit, je cite, « À ce moment-là, il ne semblait plus possible de nier que le mode opératoire des FDI correspondait aux déclarations exprimant une intention génocidaire faite par les dirigeants israéliens dans les jours qui ont suivi l'attaque palestinienne d'octobre 2023. » Poursuivant dans cet article, ce chercheur israélien a noté que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exhorté les Israéliens à se souvenir d'Amalek, ce qui fait référence à un passage biblique dans lequel Dieu ordonne aux Israélites de, je cite, « tuer hommes et femmes, enfants et nourrissons ». Fin de citation, ce qui, encore une fois, constitue un génocide, une annihilation totale. Ensuite, des responsables du régime israélien ont déclaré qu'ils combattaient, je cite, « des animaux humains », fin de citation, diabolisant ainsi les Palestiniens en les assimilant à des animaux. Puis des responsables israéliens ont appelé à, je cite, « l'annihilation totale », fin de citation, et le vice-président du Parlement israélien, Nissim Atouri, a déclaré que la tâche d'Israël devait être, je cite, « d'effacer la bande de Gaza de la surface de la terre », fin de citation. Ce chercheur israélien a ensuite poursuivi en disant, je cite, « Ceux qui participent à la culture mondiale de la commémoration et du souvenir construite autour de l'Holocauste devront faire face à un examen moral. La communauté élargie des spécialistes du génocide se rapproche de plus en plus d'un consensus
pour qualifier les événements à Gaza de génocide. En novembre, un peu plus d'un an après le début de la guerre, le chercheur israélien spécialiste du génocide Shmuel Lederman s'est joint au nombre croissant d'opinions affirmant qu'Israël menait des actions génocidaires. L'avocat international canadien William Schabas est arrivé à la même conclusion l'an dernier et a récemment qualifié la campagne militaire d'Israël à Gaza de absolument un génocide. Fin de citation. Je dois dire que c'est incroyable de voir cela dans le New York Times, étant donné que le Times a été l'un des principaux propagandistes en faveur du régime israélien génocidaire, et que le New York Times lui-même est directement complice de ces crimes, soutenus par les États-Unis, commis contre le peuple palestinien depuis des années. Cela n'a pas commencé en octobre 2023. Et il y a à peine quelques semaines, en juin, le New York Times publiait encore des articles faisant l'éloge d'Israël comme d'un héros. Le New York Times emploie le chroniqueur néoconservateur extrêmement belliciste Bret Stephens, qui est grassement payé et est devenu très riche, à vomir de la propagande en faveur de l'Empire américain et du régime colonial israélien. En juin, alors que les États-Unis et Israël faisaient la guerre à l'Iran, il a publié un article intitulé « Israël a eu le courage de faire ce qu'il fallait faire ». Fin de citation. Voilà donc le genre de propagande absurde que le New York Times produit quotidiennement. Et n'oubliez jamais le rôle clé qu'a joué le New York Times en relayant les mensonges du gouvernement américain pour justifier des guerres illégales d'agression menées par les États-Unis. Par exemple, avant l'invasion criminelle de l'Irak par les États-Unis en 2003, le New York Times a publié de nombreux articles affirmant à tort que l'Irak possédait des armes de destruction massive, des ADM, sur la base de mensonges fabriqués par la CIA et d'autres agences gouvernementales américaines, mensonges que le New York Times a docilement relayés. Et pourtant, ce grand journal américain n'a jamais eu à répondre de son rôle dans la justification et la participation à ces guerres illégales d'agression menées par les États-Unis qui violaient ouvertement le droit international. Plus d'1 million d'Irakiens sont morts dans cette guerre criminelle menée par les États-Unis. Le New York Times a été complice de cette guerre, tout comme il est complice et partie prenante du génocide américano-israélien à Gaza. Il a publié énormément de propagande. Et par exemple, en octobre 2024, il a publié une nouvelle tribune de propagande signée par l'extrémiste belliciste Bret Stephens, intitulée « Nous devrions vouloir qu'Israël gagne », dans laquelle il applaudissait le génocide d'Israël à Gaza. Et pourtant, nous sommes maintenant en juillet 2025 et le New York Times ne peut plus nier que les États-Unis et Israël mènent un génocide contre le peuple palestinien. Et maintenant, le journal veut faire comme s'il avait toujours été du côté de la justice, alors qu'en réalité, les médias américains ont été directement complices de ces crimes contre l'humanité. Et la même chose cynique se produit actuellement en Europe, car les pays européens ont également joué un rôle clé dans le soutien au génocide d'Israël. En particulier l'Allemagne, qui a commis l'un des pires génocides de l'histoire de l'humanité, se retrouve pratiquement toujours du mauvais côté de l'histoire et continue aujourd'hui de soutenir un autre génocide. Et aussi le Royaume-Uni, la France et de nombreux autres pays européens, et pourtant maintenant l'ancien haut diplomate de l'UE, Josep Borrell, qui, il y a encore quelques mois, était le ministre des Affaires étrangères de facto de l'Union européenne. Maintenant, après avoir quitté son poste de diplomate le plus puissant de l'UE, où il aurait réellement pu agir, il admet à présent qu'Israël commet un génocide à Gaza. Voici les propos tenus par Josep Borrell, l'ancien chef de la politique étrangère de l'Union européenne. Citation, « Nous sommes confrontés à la plus grande opération de nettoyage ethnique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire l'Holocauste nazi, afin de créer une magnifique destination de vacances à Gaza une fois que les millions de tonnes de gravats auront été dégagés de Gaza et que les Palestiniens seront morts ou auront disparu. » Fin de citation. Il a également souligné que le régime colonial israélien affame des millions de Palestiniens à Gaza, des civils comme armes de guerre, ce qui constitue un autre crime génocidaire contre l'humanité.
Cependant, rappelons encore une fois que lorsque Borrell avait réellement du pouvoir, lorsqu'il était le principal diplomate de l'UE, il a facilité le génocide d'Israël. Il a été complice de ces crimes, tout comme le New York Times. Oui, l'Europe est un jardin. Nous avons construit un jardin. Le reste du monde, la majeure partie du reste du monde, est une jungle, et la jungle pourrait envahir le jardin. Mais ce qui se passe clairement, c'est que ces crimes israéliens, soutenus par les États-Unis, sont devenus tellement flagrants et indéniables que de nombreux responsables publics reconnaissent qu'il faut les dénoncer afin que dans quelques années, s'il y a jamais justice, comme il y a eu les procès de Nuremberg contre les nazis, si justice il y a, ces personnalités puissent dire qu'elles se sont exprimées contre ce génocide après avoir, pendant près de 2 ans, contribué à le faciliter. Cela se produit même au sein du régime israélien lui-même. Un ancien premier ministre israélien, Ehud Olmert, qui est lui-même un criminel de guerre, ayant commis d'horribles crimes contre le peuple palestinien. Cela n'a pas commencé en 2023. Cela remonte à la Nakba, le nettoyage ethnique, le génocide originel contre le peuple palestinien sur lequel Israël a été fondé en 1948. Et cela remonte à 1967, lorsque Israël a occupé illégalement le territoire de plusieurs pays arabes, dont la Syrie, avec le plateau du Golan qui est toujours occupé par Israël à ce jour, ainsi que la péninsule du Sinaï qui fait partie de l'Égypte. Depuis lors, depuis près de 60 ans, Israël maintient son occupation illégale des territoires palestiniens et syriens en violation du droit international, et le gouvernement américain l'a fortement soutenu en tant qu'avant-poste de l'Empire américain, comme un porte-avions insubmersible pour l'Empire américain dans cette région très stratégique. Mais aujourd'hui, alors qu'Israël est en train de commettre un génocide flagrant, diffusé en direct en plein jour, il devient impossible de le nier. Ainsi, certains hauts responsables occidentaux, y compris des responsables du régime israélien, disent maintenant « D'accord, c'est un génocide, nous devons prendre la parole ». Cet ancien premier ministre israélien, Ehud Olmert, a admis qu'Israël, avec le soutien des États-Unis, est en train de construire, je cite, un camp de concentration, fin de citation. C'est ce qu'on appelle la soi-disant ville humanitaire, ce qui est d'un cynisme si diaboliquement cynique. Les États-Unis et Israël ont mis en place ce projet impliquant le Boston Consulting Group. Vous savez, ces millionnaires en costumes élégants, assis dans des bureaux climatisés aux États-Unis, élaborent ces plans pour mener à bien un génocide et un nettoyage ethnique et construire des camps de concentration, et pourtant ils appellent cela une ville humanitaire. Et cet ancien premier ministre israélien a admis qu'il s'agit d'un camp de concentration et que c'est, je cite, une partie d'un nettoyage ethnique. Fin de citation. Et je dois insister, il est très important de comprendre que rien de tout cela ne serait possible sans le soutien indéfectible du gouvernement américain. Des médias israéliens, comme le principal journal israélien Haaretz, ont publié des rapports admettant, en citant de hauts responsables militaires israéliens, qu'Israël ne pourrait pas mener ce génocide sans le soutien politique et diplomatique du gouvernement américain et surtout sans les armes et les munitions fournies par le gouvernement américain. Ce serait impossible. Et pourtant, le gouvernement américain continue d'inonder Israël de milliards de dollars d'armes et de munitions, y compris Trump lui-même. Peu de temps après son retour à la Maison-Blanche pour son second mandat de président, il a affirmé qu'il serait un président de la paix, mais il a contourné le Congrès afin d'envoyer 8 milliards de dollars supplémentaires d'armes à Israël pour l'aider à mener ce génocide. Et bien sûr, soyons très clairs ici, il ne s'agit pas seulement de Trump et des républicains, c'est aussi Joe Biden et les démocrates, car ce génocide a commencé sous Biden, et Biden a donné à Israël près de 20 milliards de dollars de ce qu'on appelle l'aide militaire. Et même ce terme est très trompeur, car il ne s'agit pas réellement d'une aide. Cet argent va à des entreprises privées américaines, des sous-traitants militaires, dans le cadre du complexe militaro-industriel, comme Lockheed Martin, Raytheon et Boeing, ces énormes sociétés.
Elles obtiennent les contrats du gouvernement américain, ces dizaines de milliards de dollars. Elles fabriquent les armes. Ce sont les entreprises privées américaines qui tirent profit de cela. Ce sont les investisseurs dans ces entreprises américaines, dont beaucoup sont cotés au S&P 500 et dans d'autres grands indices boursiers de Wall Street. Donc, ils profitent tous de ce génocide, et tout cela est extrêmement bien documenté. Personne ne peut dire qu'ils ne savaient pas. En fait, les Nations Unies ont publié un rapport très détaillé montrant comment des entreprises américaines ont été directement complices et ont tiré profit du génocide d'Israël à Gaza. Ce rapport des Nations Unies a été publié en juillet. Il s'intitule « De l'économie de l'occupation à l'économie du génocide » et il cite certaines des entreprises américaines complices de ce génocide et la manière dont elles en ont tiré profit, parmi lesquelles les plus grandes entreprises de la tech de la Silicon Valley, dont Google, dont la société mère est Alphabet, Amazon, Microsoft. Au passage, ce sont ces entreprises qui ont porté les rendements des investisseurs dans le S&P 500. Elles font partie de ce qu'on appelle les Magnificent Seven, les Mag 7, ces grandes entreprises technologiques qui ont été responsables d'une grande partie des gains dans les indices boursiers S&P 500 et Nasdaq ces dernières années. Et les investisseurs de Wall Street sont devenus extrêmement riches en profitant de tout cela. Mais il n'y a pas que. Une autre grande entreprise américaine qui a été complice du génocide d'Israël à Gaza est Palantir. Palantir a été fondée par l'oligarque milliardaire d'extrême droite de la Silicon Valley, Peter Thiel, qui est un grand soutien de Donald Trump et qui a auparavant employé l'actuel vice-président américain J.D. Vance. Et l'administration Trump a passé un contrat avec Palantir pour espionner les Américains et constituer une immense base de données à la Big Brother, fondée sur la surveillance de masse des citoyens américains. Et d'ailleurs, le PDG milliardaire de Palantir, Alex Karp, qui est un partisan de droite de Trump, s'est vanté que l'Empire américain se prépare à une guerre sur 3 fronts contre la Chine, la Russie et l'Iran. Donc, ce n'est qu'une des entreprises de la Silicon Valley qui profite du génocide d'Israël à Gaza. Une autre entreprise américaine citée dans ce rapport de l'ONU est HP, Hewlett-Packard, ainsi qu'IBM. Et il y a de profonds échos historiques à cela, car IBM a également tiré profit de l'Holocauste nazi. Cela a été très bien documenté. Je lis ici un extrait du Guardian, le grand journal britannique. Citation, IBM a directement fourni aux nazis la technologie qui a été utilisée pour aider à transporter des millions de personnes vers leur mort dans les camps de concentration d'Auschwitz et de Treblinka. Fin de citation. Et nous en sommes là aujourd'hui, 80 ans plus tard, et les Nations Unies détaillent comment IBM aide Israël à mener un holocauste contre les Palestiniens avec le plein soutien de l'Empire américain. Et au fait, pouvez-vous deviner quelle a été la réponse de l'administration Trump à ce rapport publié par l'ONU qui détaille la complicité des entreprises américaines dans le génocide à Gaza? Roulement de tambour. Le secrétaire d'État Marco Rubio, un criminel de guerre qui a soutenu toutes les guerres d'agression des États-Unis, a annoncé que le gouvernement américain impose des sanctions à l'expert des droits de l'homme des Nations Unies qui a mené cette enquête et publié ce rapport. Il s'agit de la rapporteuse spéciale de l'ONU sur les droits de l'homme des Palestiniens, Francesca Albanese, une experte italienne en droit international des droits de l'homme, qui est désormais sous sanction du régime américain, pour le prétendu crime d'avoir détaillé comment des entreprises américaines profitent d'un génocide. C'est obscène, franchement, que maintenant, je veux rappeler à tout le monde que la raison pour laquelle ces sanctions ont été imposées, c'est la recherche de la justice. Bien sûr, j'ai été critique envers Israël. Il commet un génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Et si je dis cela, c'est uniquement parce qu'il y a des procédures pénales et des procédures devant la Cour internationale de justice contre Israël pour ces crimes. Mais aussi parce que il y a des entreprises qui en profitent. Et excusez-moi, je veux dire, je constate l'attitude offensante et grossière adoptée par certaines de ces entreprises en réaction à mon rapport. Je veux dire, c'est le niveau de criminalité du régime américain. Ce n'est pas un gouvernement normal.
C'est un régime génocidaire qui parraine un génocide en plein jour. Tout le monde dans le monde peut le voir. C'est ouvertement admis dans le New York Times. Des experts des Nations Unies publient des rapports détaillant qu'il s'agit d'un génocide et la réponse du gouvernement américain est d'envoyer plus d'armes pour accélérer le génocide et d'imposer des sanctions aux experts de l'ONU qui dénoncent le génocide. Et il faut vraiment admirer le courage de ces experts de l'ONU, comme Francesca Albanese, la rapporteuse spéciale de l'ONU, parce qu'elle est directement menacée par l'Empire américain, le régime le plus puissant de la planète, qui a une longue histoire de crimes contre l'humanité et de parrainage de génocide. Et pourtant, lorsqu'elle a appris que le régime américain lui avait imposé des sanctions, elle a levé le poing en signe de défi et elle a déclaré, je cite, « Les puissants qui punissent ceux qui parlent au nom des sans-pouvoirs, ce n'est pas un signe de force, mais de culpabilité. » Fin de citation. Et je pense qu'Albanese restera dans l'histoire comme une héroïne, comme quelqu'un qui s'est élevé contre ce génocide et qui a tout fait pour tenter de l'arrêter, tandis que le régime américain, Wall Street, la Silicon Valley, les capitalistes américains et les grandes entreprises tirent profit de cet holocauste. Et je dois vraiment insister sur le fait que cela n'est pas nouveau dans l'histoire. Les entreprises américaines ont également tiré profit de l'holocauste originel. Les capitalistes américains et des politiciens américains comme la famille Bush. Il y a 2 présidents américains issus de la dynastie Bush, George Bush père, George H.W. Bush et George W. Bush, son fils, tous 2 criminels de guerre qui ont mené la guerre en Irak et commis des crimes horribles. Et le père de George Bush Sr., le grand-père de George W. Bush, Prescott Bush, était lui-même un capitaliste fortuné qui a également tiré profit de ses affaires avec Hitler, avec l'Allemagne nazie, et a profité de l'Holocauste nazi originel. Et je voudrais lire ici quelques commentaires écrits par Andrew Feinstein, un homme politique sud-africain de gauche qui s'est opposé au régime d'apartheid et qui, lorsque l'apartheid a finalement pris fin en Afrique du Sud, est devenu membre du Parlement pour l'ANC, le Congrès national africain, qui était le parti anti-apartheid. Et il a été un défenseur très engagé des droits humains des Palestiniens, et il a écrit, je cite, « Cela me fait mal de le dire, et je ne le fais pas à la légère en tant que fils d'une survivante de l'Holocauste, en tant que personne ayant donné des conférences sur la prévention du génocide à Auschwitz, où ma mère a perdu des dizaines de membres de sa famille, mais Israël se comporte comme des nazis. Ce n'est pas de la légitime défense. Ce n'est pas pour protéger les Juifs. C'est du nazisme. C'est un holocauste motivé par la suprématie blanche raciste. Et je pense qu'il est très pertinent de comparer le colonialisme israélien au fascisme, car le fascisme et le colonialisme sont les 2 faces d'une même pièce. Cela a été formulé de manière célèbre par l'intellectuel anticolonial Aimé Césaire dans son ouvrage très important « Discours sur le colonialisme ». Il a expliqué que le fascisme était le colonialisme retourné vers l'intérieur, que les crimes commis par le régime fasciste italien sous Mussolini, le régime nazi allemand sous Hitler et l'empire fasciste japonais étaient en réalité les mêmes crimes que ceux perpétrés par les empires coloniaux européens contre les peuples colonisés en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Mais ces crimes ont été ignorés parce que ce n'étaient pas les populations de l'Occident, d'Europe, qui en étaient les victimes directes. Mais ensuite, les régimes fascistes ont retourné ces crimes vers l'intérieur, appliquant ces mêmes politiques coloniales d'extermination et de génocide. En fait, les nazis ont eu l'idée des camps de concentration en s'inspirant des colonialistes américains qui avaient créé des camps de concentration pour les Amérindiens lors du génocide des peuples autochtones d'Amérique du Nord. Et les nazis se sont également inspirés du système d'apartheid raciste de Jim Crow aux États-Unis. Ils ont repris ces idées et les ont appliquées aux minorités raciales et ethniques à l'intérieur de l'Allemagne et dans d'autres parties de l'Europe. Et les crimes que le régime israélien commet aujourd'hui, alors qu'il est dirigé par un Américain, Netanyahou, qui a eu la citoyenneté américaine à 2 reprises.
Il a grandi et a été éduqué aux États-Unis. Netanyahou est un Américain, c'est un ami de longue date de Trump. Les crimes que le régime israélien commet actuellement, ce génocide, ces crimes ne sont pas nouveaux. C'est très similaire à ce qu'a fait l'Empire britannique, le génocide qu'il a perpétré en Inde, dans ses colonies, à ce qu'a fait l'Empire français, ses crimes génocidaires en Algérie, qui était une colonie française, ou les crimes génocidaires de l'Empire belge au Congo, ou encore, pour revenir à l'Allemagne avant l'Holocauste nazi, l'Empire allemand a commis un génocide en Afrique australe, dans l'actuelle Namibie. Mais presque personne en Occident ne connaît ces crimes coloniaux perpétrés par les empires européens. Ils ne connaissent que les crimes horribles commis par les régimes fascistes, parce que ces régimes fascistes ont utilisé les mêmes pratiques coloniales à l'intérieur de l'Europe. Voilà donc le vrai visage de ce qu'on appelle l'Occident démocratique. Lorsque les pays impérialistes occidentaux pérorent sur la démocratie et les droits de l'homme, et expliquent pourquoi ils doivent s'ingérer dans les affaires souveraines internes de pays du Sud global, organiser des coups d'État, des opérations de changement de régime, des guerres et des interventions humanitaires, n'oubliez jamais que ces empires occidentaux ont commis les pires crimes contre l'humanité et des génocides. Et toute cette rhétorique sur la démocratie et les droits de l'homme est totalement cynique, c'est complètement hypocrite. Ces régimes occidentaux n'ont en réalité jamais été démocratiques. Ils ont été les pires violateurs de la démocratie. Et le fait qu'ils soutiennent le génocide d'Israël depuis près de 2 ans, au grand jour, ce n'est pas une déviation des grandes démocraties occidentales du passé. Ce n'est pas une perversion. C'est exactement ce qu'ils font depuis des siècles. Voilà le vrai visage de l'impérialisme occidental. Et pour conclure, je dois souligner qu'il a été parfaitement évident dès le début qu'Israël commet un génocide. Les Nations Unies ont créé un comité spécial qui a déclaré de la manière la plus explicite possible qu'Israël commet un génocide avec le plein soutien du gouvernement américain. Et ces soi-disant organisations occidentales de défense des droits de l'homme qui ont souvent été complices des guerres impérialistes américaines, justifiant la guerre impérialiste des États-Unis contre la Libye et la Syrie, justifiant la soi-disant intervention humanitaire impérialiste américaine, essaient maintenant de se dédouaner de leur complicité dans ces crimes contre l'humanité. Et c'est pourquoi Amnesty International a également reconnu en 2024 que Israël commet un génocide à Gaza. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, même les médias grand public américains comme le New York Times finissent par admettre la vérité après près de 2 ans, après 21 mois d'un génocide retransmis en direct que nous avons tous vu chaque jour sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils voient clairement que, dans l'histoire, les étudiants apprendront le génocide israélien, soutenu par les États-Unis et l'Occident, contre le peuple palestinien, perpétré en 2023, 2024 et 2025, en plein jour. Ils le sauront, il ne sera pas controversé de dire qu'il s'agissait d'un génocide. Alors maintenant, ces institutions occidentales essaient désespérément de sauver la face, et elles agissent comme si elles avaient toujours été du bon côté de l'histoire. Mais ne les laissez pas effacer leur complicité dans ces crimes horribles. Et n'oubliez jamais comment ils ont passé 2 ans à diffamer les journalistes indépendants, les militants, les universitaires et les défenseurs, comme nous ici et des millions d'autres personnes à travers le monde qui, dès le début, disaient qu'il s'agissait d'un génocide et que le peuple palestinien devait être soutenu. Les défenseurs des droits humains des Palestiniens ont été violemment attaqués et calomniés avec des accusations absurdes. Et maintenant, il est clair que les défenseurs des droits humains des Palestiniens ont toujours été du bon côté de l'histoire. Et ne laissez pas ceux qui ont été complices essayer de blanchir tout cela et de l'effacer. Sur ce, je vais conclure. Je suis Ben Norton. Je suis le rédacteur en chef du Geopolitical Economy Report. Merci à tous de m'avoir rejoint. Aimez et abonnez-vous. Merci de partager ceci. Je vous retrouve tous la prochaine fois.